Dans un conflit, les parties plaignantes et mises en cause sont encore sur un même pied d'égalité, versus la situation de harcèlement psychologique où il y a une relation dominant-dominé. Donc moi, quand je questionne les gens dans le cadre des entrevues, c'est ce petit bout-là que je porte vraiment attention pour aller vérifier dans quelle situation on se trouve. C'est ce qui fait toute la différence. Une plainte pour harcèlement tombe sur le bureau. Les émotions sont à vif, les versions divergent, et quelque part, au milieu de tout ça, quelqu'un doit démêler le vrai du faux. Bienvenue dans la série Sous tension, la série qui plonge au cœur des conflits en entreprise, de la médiation à l'enquête. Aujourd'hui, on entre dans un moment clé, l'intervention. Quand il ne s'agit plus de prévenir, mais d'agir. Pour ça, j'ai invité Julie Cyr, avocate spécialisée en enquête de harcèlement. Elle nous raconte comment on instaure la confiance quand personne ne veut parler, pourquoi certains gestes vécus comme inacceptables ne cochent pas toutes les cases juridiques et comment l'expliquer sans minimiser ce qu'on a ressenti. Et ce que ça demande aussi, humainement, de rester neutre face à des récits parfois bouleversants. Je suis Camille Weberlin, spécialiste des risques psychosociaux. Et ce que vous allez entendre pour changer votre façon d'intervenir dès demain. Allez, on démarre. Ma fille, elle, quand elle essaie de comprendre ce que je fais, elle m'a demandé « Maman, est-ce que tu les mets en punition? » Et là, je dis « Non, pas du tout. C'est vraiment pas mon rôle, puis bien au contraire. » Fait que pour vous expliquer, en tant qu'adulte, je pense que je peux porter 2 chapeaux. Comme avocate, ça va être soit comme médiatrice ou comme enquêtrice. Quand on est dans les enquêtes, mon but, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Donc, on est dans le avant. Qu'est-ce qui a fait en sorte que la relation s'est détériorée? C'est ça que j'essaie de voir pour ensuite mener une opinion juridique. Mais sinon, quand on est dans un contexte de médiation pour gérer la chicane, quand j'explique à ma fille, le but, c'est d'aider les parties à trouver des solutions pour le présent et pour le futur. Donc, ça travaille des muscles qui sont différents, mais complémentaires. Complètement. Dans ce que j'ai pu lire de toi, tu dis que tu es un tiers neutre et impartial. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand je commence une enquête, dès les premières rencontres avec toutes les personnes qui sont rencontrées, finalement, je vais toujours me présenter et expliquer mon rôle. C'est important que je leur mentionne, oui, je suis avocate, mais je ne suis pas là pour vous représenter vous, ni la partie plaignante, ni la partie mise en cause, ni les témoins, ni même l'entreprise. Je suis là pour rendre une opinion juridique qui est neutre et impartiale à travers tout ce processus-là. Quand je recueille la version des faits des personnes rencontrées, l'objectif en arrière de ça, c'est toujours de comprendre la situation, leur point de vue. C'est de comprendre dans quel état d'esprit ils étaient. Puis moi aussi, c'est d'avoir un état d'esprit d'accueil. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas que j'aille de parti pris. À ce stade-ci, c'est vraiment une cueillette de données. C'est comme ça que j'agis pour être le plus possible neutre et impartial. Mais est-ce qu'il y a des fois, il y a pas des choses qui viennent te chercher, tu sais, genre émotionnellement, qui fait que c'est dur de garder cette neutralité? Ça peut être difficile, mais en même temps, je me rappelle toujours que j'ai un humain qui est devant moi. Donc, à partir de là, c'est son vécu, c'est ses émotions, ses perceptions, puis c'est pas les miennes. L'enquête, ça se passe en 2 étapes. On a la cueillette de données, ensuite l'analyse. Donc, quand j'ai la personne qui est devant moi, j'ai toujours l'arrière-pensée, OK, je vais avoir besoin de tel élément à aller vérifier. Fait que j'ai toujours, qu'est-ce que j'ai besoin pour l'analyse? Je sais où je m'en vais, qu'est-ce que je dois aller chercher. Donc, oui, la personne vit des choses, il faut l'accueillir, mais il faut aller... Moi, j'ai un travail à faire en arrière de tout ça. Donc, c'est un peu comme quand on va chez le dentiste. La personne est en douleur, elle a une carie, il faut qu'on fasse un traitement de canal, mais le dentiste, il va prendre le temps de faire une anesthésie pour soulager. Mais où je m'en allais avec tout ça, c'est qu'on a un humain, il faut le traiter en humain. Fait que il y a des techniques pour ça, pour que ça se passe bien dans le cadre d'une rencontre avec peu importe la personne qui est rencontrée. Et bien justement, ça serait comment est-ce que tu fais pour que ça se passe bien? Ce que je fais, c'est de traiter les gens avec respect et dignité. Je pense que c'est la première des choses. Dans les petites actions concrètes, par exemple, dans une rencontre en présentiel, c'est aussi simple que ça, mais la façon dont on va accueillir les gens, on les accueille dans nos bureaux, ils ne sont pas à l'aise nécessairement, donc il faut les rendre à l'aise. Un verre d'eau, un café, leur offrir d'être accompagnée d'une personne de soutien. Puis ça m'est déjà arrivé récemment, la personne elle se sentait pas bien. Au bout de 30 minutes, j'ai vu que ça ne fonctionnerait pas. Puis on a mis la rencontre sur pause. On a recédulé pour laisser la personne venir accompagner d'une personne de soutien. Puis ça a été vraiment le jour et la nuit dans la façon dont la personne s'est exprimée pour me livrer son témoignage. Donc, il faut garder à l'esprit qu'on a une humaine devant nous. Puis on va les traiter comme on voudrait que c'est un proche ou nous-mêmes qu'on soit traités. Là. Si là, tu es face à quelqu'un qui veut rien dire,
Qu'est-ce que tu fais? Même quand les personnes parlent peu, avec une bonne écoute, on réussit à aller chercher les bons éléments puis questionner. C'est quoi le harcèlement psychologique? Est-ce que tu peux me dire ce que c'est? Dans le fond, je pourrais pas dire comment moi je définis le harcèlement parce que c'est pas mon rôle. Comme avocate, je dois me fier aux balises juridiques, aux balises de l'entreprise par rapport, par exemple, à leur politique interne. Donc, j'ai des balises qui sont déjà établies. Je peux pas faire, moi, ma propre définition du harcèlement psychologique. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est ce que j'explique aux parties aussi. On a souvent une personne plaignante, elle vient nous voir. Souvent, les gens, ils sont malades. Là. Ils sont pas nécessairement diagnostiqués, mais ils sont hypothéqués de la situation qu'ils ont vécue. Puis c'est de le nommer, ça. On reconnaît qu'ils sont dans l'état dans lequel ils sont. Mais que mon rôle aujourd'hui, c'est d'aller chercher une cueillette d'informations pour vérifier si ce qu'ils ont vécu, on rentre dans le carré de sable qui est assez précis du harcèlement psychologique. Puis c'est là, c'est pour remettre les attentes aussi en perspective parce que je leur dis d'emblée, la situation que vous avez vécue, je vais l'examiner dans un deuxième temps dans l'analyse. C'est sûr qu'on fait l'analyse de recevabilité, là, on en reparlera peut-être. Mais au terme d'une enquête, est-ce qu'on peut coller l'étiquette à la situation de harcèlement? Mais il y en a d'autres étiquettes qui existent et qui peuvent très bien justifier l'état dans lequel ils sont, à quel point ils se sont rendus malades. Donc, j'essaie de leur ouvrir les possibilités. Il y a ça. Peut avoir. Je sais pas trop comment dire autrement. Là. Mais en vrai, tu mets un point sur quelque chose qui est important, là, c'est-à-dire que parfois, ça tombe dans la case de ce n'est pas du harcèlement psychologique. Mais toi, tu as vécu quelque chose, la situation a fait que tu t'en es rendu malade, que ça a été difficile, que ça a rendu le milieu de travail néfaste peut-être pour toi, etc. Sans que ça rentre dans toutes les cases du harcèlement psychologique. Et quand la personne plaignante reçoit justement le résultat de tout ça, et ben ça peut te faire aussi un sacré choc parce que toi, tu t'attendais à ce que toi, ce que tu vives, c'était vraiment ça. Comment est-ce que tu gères cette partie-là? Cette partie-là n'est pas évidente. Je préfère le nommer dès le début pour expliquer. Des fois, je peux même arriver avec un schéma. Ça peut être juste un cercle avec tous les facteurs de risque qui sont écrits sur la feuille, dont une des lignes peut être harcèlement psychologique. Fait que la personne peut savoir qu'elle peut avoir l'ouverture de « c'est peut-être pas ça ». Puis ce que je leur dis, il peut y avoir il y a le harcèlement psychologique sur le plan juridique, là, mais la personne, elle peut avoir estimé avoir subi du harcèlement, mais avec sa propre définition, puis c'est correct aussi, mais dans le cadre du processus de traitement de la plainte, pour l'employeur, la balise est vraiment juridique et en fonction de la définition de la politique. Fait que c'est juste de bien expliquer ça. Dès que le cadre est mis, puis que c'est bien compris, ça l'aide beaucoup après pour la remise des conclusions. Donc, tu n'as jamais eu une situation avec une remise des conclusions qui a été comme difficile à prendre, que ce soit pour un mise en cause ou pour une personne plaignante? Dans le fond, c'est soit que la plainte est fondée ou non fondée. Donc, il y a toujours une personne qui est un peu plus contente que l'autre. Ça dépend des situations. Mais l'important, au terme de l'enquête, je pense que c'est fou que les personnes aient confiance dans le processus d'enquête. C'est là la clé. Quand la conclusion est difficile à recevoir, mais que les gens ont eu confiance dans le processus, ont eu confiance en la personne mandatée pour mener le processus, ça fait toute la différence. Parfois, on entend des phrases du style « Ah, c'était une blague, ça fait partie de la culture d'entreprise ». Comment tu analyses ce genre de justification? C'est pas juste des fois qu'on l'entend. Okay. Ça a été étudié à maintes reprises dans les tribunaux. Là. Il y a plusieurs décisions à ce sujet-là. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, puis là, je vais citer l'arbitre de grief, Maître Claude Fabien, dans l'affaire Hippodrome de Montréal, qui avait étudié un cas similaire, puis qui avait dit que, justement, l'humour qui a pour cible une autre personne, qui la blesse, qui l'humilie, mais cette forme d'humour-là, ça s'appelle la dérision, et ça, c'est pas correct. Et quand on se réfère au dictionnaire, la dérision, ben, c'est défini comme une moquerie dédaigneuse, une raillerie mêlée de mépris, de sarcasme. Donc, je pars avec ça. Puis, fait quand je vais rencontrer les parties plaignantes mises en cause témoins, en fait, je prends jamais pour acquis ma propre compréhension de la blague et du milieu de travail, de leur culture d'entreprise. J'essaie toujours de comprendre, même si ça peut me paraître évident. Je vais leur poser la question, puis je le nomme, je vais leur dire, ma question va peut-être vous apparaître stupide ou quoi que ce soit, mais je dois quand même vous la poser, ne serait-ce que pour que ça transparaisse comme il faut dans votre déclaration, mais moi, je ne veux pas prendre pour acquis ma compréhension. Fait que je leur laisse m'expliquer tout ça. Puis, à partir des explications, c'est là que je vais pouvoir analyser le dossier à la lumière des décisions qui ont été rendues dans la jurisprudence. Tu redis la blague, par exemple?
Ben, quand c'est dans les faits, comment je structure mes allégations, oui, entre parenthèses, ce qui a été dit, ça va être renommé. La personne le sait exactement ce qui lui est reproché. Donc, on va pouvoir les parcourir ensemble, chacune des allégations, paragraphe par paragraphe, puis elle va pouvoir me commenter tout ça. Puis oui, elle va me donner une version. Elle va pouvoir m'expliquer le contexte de la blague. Est-ce qu'elle a dit exactement cette blague-là, dans quel mot? Comment a été la réaction des personnes autour de la personne plaignante, par exemple? Donc, je m'assure de bien comprendre le point de vue de tout le monde. Et est-ce qu'il y a des enquêtes pour toi ça me fait penser à ça, est-ce qu'il y a des enquêtes pour toi qui ont été particulièrement difficiles à mener? Il y a des enquêtes qui ont leur niveau de complexité, mais par exemple, quand il y a plusieurs parties plaignantes ou plusieurs parties mises en cause, quand c'est des plaintes qui sont croisées, quand les allégations sont plus volumineuses, c'est des niveaux de complexité, mais c'est un défi, puis ça, c'est ce qui rend la tâche plus agréable à la longue, là, parce qu'il y a des défis intellectuels. Donc, est-ce que c'est plus difficile? Pas nécessairement. Est-ce que c'est plus complexe? Est-ce que ça demande un peu plus de travail? Oui, certainement. Et là, est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce qu'il y a une différence entre... Enfin, oui, il y a une différence, mais c'est quoi cette différence-là entre l'incivilité, entre un conflit qui est mal géré et entre un acte unique grave? Parce que parfois, justement, on mélange ces trois-là. Oui. Bon, d'abord, l'incivilité, ce n'est pas défini expressément dans la loi. Ça va découler de l'article 2088 du Code civil du Québec qui dit que le salarié, dans le fond, est tenu à la prudence, à la diligence, l'obligation de loyauté, honnêteté, de tout ça. Ça découle de tout ça. Ce qu'on peut retrouver, par exemple, c'est dans les politiques d'entreprise, là, où ça va être défini plus précisément la civilité ou, au contraire, l'incivilité. Fait que c'est à partir de ces définitions-là que je vais me rattacher quand on est mandaté pour étudier des cas comme ça. Dans le fond, un geste incivil, ça peut être qualifié comme un geste qui est non désiré quand on le rattache avec la définition du harcèlement psychologique. Quand il y en a plusieurs gestes non désirés, donc quand ça prend une répétition, on peut arriver à une conclusion de harcèlement. Mais ça prend un certain volume d'incivilité pour arriver à une conclusion de harcèlement. Donc, ce qu'on peut faire comme enquêteur, c'est si on n'a pas nécessairement tous les critères du harcèlement psychologique, donc la plainte est non fondée en harcèlement, mais il peut y avoir des conclusions subsidiaires comme quoi il y a eu de l'incivilité dans le milieu de travail parce que ça, ce sont des facteurs de risque et ça doit être adressé. Et par rapport au conflit mal géré, un conflit mal géré peut aussi se transformer justement en harcèlement psychologique dans ce que tu vois? Effectivement, c'est un facteur de risque qui est très important. Ça se ressemble beaucoup à un conflit au harcèlement. Il y a quand même quelques nuances. Ça a été balisé par la jurisprudence, mais essentiellement, c'est que dans un conflit, les parties plaignantes et mises en cause sont encore sur un même pied d'égalité, versus la situation de harcèlement psychologique où il y a une relation dominant-dominé. Donc moi, quand je questionne les gens dans le cadre des entrevues, c'est ce petit bout-là que je porte vraiment attention pour aller vérifier dans quelle situation on se trouve. C'est ce qui fait toute la différence. Est-ce que tu as un exemple précis là-dessus? Parce que tu sais, dominant-dominé, je pense que la plupart des personnes le voient vraiment de la façon hiérarchique. Donc j'ai un gestionnaire ou un manager, puis je suis l'employé, donc là tu as cette relation-là, mais parfois le harcèlement peut être entre deux collègues, mais peut être aussi de l'employé vers son gestionnaire. Tu as des cas aussi comme ça. Donc, où est-ce que tu arrives à avoir cette relation dominant-dominé quand c'est pas cette relation hiérarchique qu'on s'imagine tous d'un gestionnaire qui pourrait harceler une personne de son équipe? C'est ça. En fait, c'est même pas la bonne référence. Faut pas penser à dominant-dominé dans le sens de la hiérarchie de l'entreprise. C'est de la relation entre les parties. C'est la façon dont la personne, par exemple, la personne plaignante qui se plaint de harcèlement, mais qu'au fil de l'enquête, on se rend compte qu'elle aussi, elle a commis des gestes envers la personne mise en cause. Donc, la personne mise en cause ne le domine pas pour l'humilier. Les gestes sont réciproques, finalement. Ok. Est-ce que les mises en cause que tu as rencontrées au cours de tes différentes enquêtes voient qu'ils ont vraiment cette relation de dominant sur les personnes ou ils n'en sont pas conscients? Je dirais que souvent, c'est qu'ils n'en ont pas conscience. Puis qu'est-ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que l'intention de nuire, ça ne fait pas partie des critères du harcèlement psychologique. Oui, ça peut arriver, mais des fois, la situation est... Les gens ne réalisent pas l'impact de leurs gestes. Alors là, on n'a pas l'intention de nuire. Ils ne réalisent pas nécessairement qu'ils sont dans une position où ils dominent finalement la personne plaignante. Donc, ça peut arriver. Donc, dans ce cas-là, quand toi, tu les rencontres, par exemple, les mises en cause pour la première fois, comment est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont choqués parce que personne leur a dit quoi que ce soit avant? Est-ce que, par exemple, la personne plaignante leur a jamais dit « Non, mais ce que tu fais là, ce conflit, cette incivilité » ou des choses comme ça, la façon dont tu m'as parlé, ça me plaît pas. Et peut-être que ça a jamais été dit et que d'un coup, le mise en cause se retrouve là et comprend pas. Ou est-ce que tu as des mises en cause qui sont là et puis ils savent exactement pourquoi est-ce qu'ils sont là? On a tous les cas de figure. Ok.
L'important, c'est de garder en tête c'est qu'il y a toujours un envers à la médaille. Donc, c'est important de bien prendre le temps de rencontrer la personne mise en cause, de bien comprendre la situation pour chacun des points qui sont soulevés. C'est d'aller chercher... L'important, là, c'est une grosse partie de l'enquête, c'est la cueillette de données, puis ça, on ne peut pas la négliger. Quand cette partie-là est négligée, c'est la portion analyse qui peut devenir bâclée. Donc, il faut garder en tête que l'envers de la médaille est toujours important, puis on reste dans une position neutre quand on recueille tout ça. La neutralité, je pense, c'est le truc c'est la base. Qui est toujours là, c'est la base. L'autre chose aussi sur laquelle je voulais te faire réagir, donc on a parlé d'incivilité, ce que c'était, que le fait que le conflit mal géré pouvait mener justement au harcèlement psychologique. Le troisième élément que je voulais voir avec toi, c'était l'acte unique grave. Ça, qu'est-ce que c'est? À la base, le harcèlement psychologique, on va souvent retrouver qu'il y a une répétition dans les gestes hostiles et non désirés, mais parfois, il n'y a pas de répétition. Ça va être une seule situation qui est jugée particulièrement grave. Les tribunaux vont dire qu'elle est inexcusable. Ils ont donné quelques exemples. Par exemple, un voie de fait, une agression sexuelle, ça pourrait se qualifier comme un acte unique grave. Mais qu'est-ce qui est important de retenir, c'est que c'est pas juste le geste qui compte, là, le geste posé, mais c'est aussi le lien de causalité avec l'effet nocif continu chez la personne qui l'a subi. Fait que quand je questionne la personne plaignante, et d'ailleurs n'importe qui dans le cadre de l'enquête, c'est ces deux éléments-là que je dois aller vérifier. Par exemple, je vais vous donner un exemple banal. Dans le cadre d'un party de Noël, la personne mise en cause aurait tapé les fesses de la personne plaignante, les aurait agrippées. Évidemment, la personne plaignante, elle a déposé une plainte, elle n'a pas aimé ça. Oui, ça pourrait se qualifier peut-être. C'est sûr qu'il y a toujours une analyse des circonstances là, qui est important à prendre en compte, mais dans ce cas-ci, on va dire que ça correspondrait au geste qui est non désiré. Mais puis la personne mise en cause aurait fait ça à plusieurs personnes. Peut-être que pour certaines personnes plaignantes, ça les dérange pas. Du moins, ils sont capables de mettre ça de côté puis continuer leur vie. Puis, ils n'ont pas aimé ça, mais il y a comme un cheminement qui se fait dans leur tête, puis ça va pas plus loin. Puis il y a d'autres personnes qui vont réagir de façon plus forte, puis ça va vraiment causer un effet nocif dans leur milieu de travail. Fait que c'est là qu'il faut les questionner. Pour un même geste, on ne collera pas nécessairement l'étiquette d'acte unique grave. C'est vraiment, il faut prendre les circonstances puis l'effet. Un acte unique grave peut être qualifié de harcèlement sexuel, mais je vais être sûre de bien comprendre ce que tu dis pour les personnes qui nous écoutent aussi. Donc, pour que ce soit qualifié de harcèlement sexuel, non seulement il faut, par exemple, tu parlais de la main sur les fesses sur un 5 à 7, par exemple, au travail, mais si moi, en tant que personne, je porte plainte, mais au final, psychologiquement, ça va, ça peut ne pas être qualifié comme harcèlement sexuel, mais comme un geste non désiré, alors que si, pour la même soirée, cette même personne-là le fait sur une autre personne et que cette personne-là, ça a eu des dommages psychologiques sur cette personne-là, là, pour elle, ça pourrait être qualifié de harcèlement psychologique? Exactement. Est-ce qu'il n'y aurait pas un sentiment d'injustice là-dessus, justement? Pourquoi est-ce que... On va nommer une personne, ok? Imaginons, mon mise en cause s'appelle Bernard. Bernard a mis une main aux fesses à Camille, ça lui a rien... Enfin, j'ai pas aimé ça, mais... c'est pas le genre de choses que je veux, donc je porte plainte. C'est justement ce que moi j'ai vu par le passé. C'est la personne plaignante qui a subi le geste. Pour elle, ce geste-là a causé un effet nocif continu pour elle-même. Puis, on reprend l'exemple du 5 à 7. La personne mise en cause peut avoir fait le même geste à d'autres personnes, des trucs similaires. Alors, la personne plaignante initiale peut dire « Ah oui, c'est arrivé à telle personne qui ont subi. » Donc, elle signale, on va dire, l'employé A, l'employé B, comme quoi il aurait subi un geste non désiré. Donc, en enquête, si le mandat est d'aller là, je vais aller rencontrer la personne, l'employé A, l'employé B, comme quoi on a signé que vous avez subi un geste non désiré de telle personne. En tout cas, on donne un peu d'explication, puis la personne va dire « Oui, c'est arrivé, c'est vrai que j'ai pas aimé ça, mais moi, ça ne m'empêche pas de continuer à collaborer avec la personne mise en cause, j'en ai pas de problème au travail avec elle. » Puis ça va pas plus loin. Fait que si on n'a pas l'effet nocif continu pour le salarié, on peut pas avoir d'acte unique grave. Ok. Donc, en fait, c'est vraiment ce qu'on prend en compte dans une enquête, c'est non seulement l'acte, le geste qui a été posé, mais aussi l'effet que ça a sur la personne. Exactement. Ça va ensemble. Et ça prend les deux. Et comment est-ce que tu fais pour savoir où est la vérité entre tout ce qu'on dit, tu sais, que ce soit au niveau de la personne plaignante, au niveau de la personne mise en cause, parce que tu as aussi beaucoup d'émotions aussi dans tout ça. Donc,
On fait comment dans ces cas-là pour aller chercher cette partie-là qui a l'air plutôt floue dans certains cas? Fait que, dans le fond, ce que tu me parles, c'est l'analyse de la crédibilité des personnes rencontrées. C'est tout un exercice. C'est pas toujours évident, mais ça a été balisé par la jurisprudence, encore une fois. Je peux t'en donner quelques-uns. Par exemple, si la personne a fait des admissions ou au contraire qu'elle nie tout en bloc, qu'elle n'est pas capable d'aller recadrer les allégations dans leurs circonstances, qu'il y a des trous de mémoire importants. Il y a plusieurs petits indicateurs qui font en sorte que la crédibilité du témoignage peut être meilleur ou moins bon. Donc, c'est une analyse qui est vraiment minutieuse, qui est faite pour chacune des personnes rencontrées, puis on va venir analyser tout ça de façon globale par la suite. Donc, ce que tu regardes justement pour aller chercher cette vérité-là, si je peux dire ça comme ça serait de voir comment la personne elle s'exprime par rapport aux faits, si les choses te paraissent, toi, cohérentes. Ça serait ça. Est-ce que nous, en tant que personne, en tant qu'enquêteur, on n'aurait pas des biais, justement, ou peut-être des jugements parfois où tu as l'impression que c'est pas cohérent, mais ça peut l'être parce que c'est la première fois qu'on la rencontre puis que la personne elle est genre super stressée et que oui, elle a oublié parce qu'elle n'avait pas pensé à certains éléments à ce moment-là. Comment on fait pour dépatouiller ça? Ça, c'est normal d'être stressé quand on fait une rencontre avec un professionnel dans le cadre d'un tel processus. Puis, je leur dis, ça se peut que les réponses, là, vous les ayez pas aujourd'hui. Puis c'est pour ça que je vais vous envoyer votre déclaration pour que vous puissiez revalider toute l'information. Je vais même vous mettre du jaune à certains éléments, peut-être des questions supplémentaires. Puis je leur nomme qu'ils peuvent bonifier la déclaration s'ils ont des éléments qu'ils désirent ajouter, puis même qu'on peut les rencontrer une deuxième fois si c'est un gros morceau là, que c'est plus facile d'être expliqué à l'oral qu'à l'écrit. Donc, l'objectif, c'est pas de faire la rencontre en tel laps de temps, puis go, on clenche. C'est pas ça, c'est de prendre le temps de vraiment comprendre, puis d'aller faire... Moi, ce que je leur dis, là, souvent en rencontre, c'est qu'aujourd'hui, mon but, c'est faire de la limonade. Je vais presser le citron le plus que je peux pour aller chercher le plus de jus, le plus de matière de votre déclaration, puis peut-être qu'on va devoir... vous allez vouloir le presser un peu plus tard en allant... bonifier la déclaration. Mais l'important, c'est d'avoir de la limonade à la fin, le plus de matière possible. On va faire du bon jus avec ça. C'est vraiment... Maintenant, on a posé les bases. On sait ce que c'est le harcèlement psychologique. On a vu la différence entre l'incivilité, le conflit mal géré, la clinique, etc. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est, OK, là, je suis employeur. Qu'est-ce que je fais si là, en ce moment, je reçois une plainte? C'est quoi ma première action à poser? C'est de prendre en charge la situation dans les plus brefs délais. Il ne faut pas laisser la plainte sur un coin de table, la laisser traîner. Là, on s'expose à des problèmes éventuellement. Je dirais la deuxième étape, c'est d'appliquer la politique de l'entreprise. C'est important parce que si vous ne l'appliquez pas, vous pouvez vous le faire reprocher éventuellement devant les tribunaux. Quand on reçoit une plainte, c'est toujours intéressant d'évaluer aussi la possibilité de régler le processus par un moyen autre qu'une enquête. Il y a des moyens plus doux. On parle de la médiation, dialogue assisté, par exemple. Il y a une phrase que tu m'as dit que j'ai adorée. Tu m'avais dit, la médiation, en fait, on regarde le futur. Oui. Et quand on est en enquête, on regarde le passé. Et je trouvais que c'était hyper parlant. La première fois que tu m'as dit, j'ai dit, ah ouais, c'est vrai, ça, j'avais jamais vu ça comme ça. Mais effectivement, et ça donne une autre perspective à tout ça. Effectivement. Puis quand on regarde le passé, on brasse beaucoup d'émotions aussi. C'est un processus qui est lourd, une enquête. Il y a plusieurs personnes qui peuvent être impliquées versus... Puis au terme de tout ça, c'est l'enquêteur, l'enquêtrice qui va poser un diagnostic, une opinion juridique sur l'issue de l'histoire. Au contraire, avec la médiation, un dialogue assisté, c'est les parties qui sont maîtres du processus, on peut dire ça comme ça. C'est eux qui vont trouver leur propre solution pour que ça se passe mieux dès à présent et pour l'avenir. C'est pas toujours évident non plus de... Des fois, les gens vont dire « Ah non, je veux pas tenter un processus de médiation ». Les gens ne savent pas dans quoi ils s'embarquent ou des fois, ils ont eu des expériences antérieures. Ça peut être dans toutes sortes de médiations autres, là, comme en médiation civile, médiation familiale. Puis les approches peuvent être différentes. Fait que ça vaut toujours la peine de bien expliquer ou du moins juste de tenter une première rencontre de pré-médiation avec le médiateur pour qu'il explique son processus à lui, comment il voit, comment est-ce qu'il peut aider les parties à tenter de résoudre la situation. Puis, par la suite, une enquête est toujours possible si ça ne fonctionne pas. C'est plus facile d'y aller avec un processus de règlement des différends à l'amiable dès le départ pour s'en aller vers l'enquête. L'inverse est toujours possible aussi, mais
ça peut être plus difficile pour certaines personnes. Mais oui, c'est ça. La chose aussi importante à savoir, justement, c'est que pendant tout le processus d'enquête, à n'importe quel moment, enfin, avant le rendu du rapport, hein, effectivement, mais qu'on peut aller en médiation, parce que l'enquête, c'est quand même un processus qui est lourd, c'est challengeant, c'est plein d'émotions aussi, comme tu as dit. Je sais pas si tu seras d'accord avec moi. Moi, je dirais que parfois, c'est aussi déceptif. C'est déceptif pour la personne plaignante parce qu'elle aura peut-être pas les résultats auxquels elle s'attend. C'est déceptif pour la personne mise en cause parce que, justement, il y a rien eu aussi en avant pour faire arrêter aussi tout ça. C'est déceptif pour l'entreprise parce que seulement, mince, on a dû aller jusque-là et qu'on n'a rien fait en avant. Alors que quand on est en médiation et surtout qu'on agit en amont, ça empêche toute cette partie-là d'arriver, justement, qui est lourd et qui est difficile. Je sais pas si tu es d'accord avec Oui, ça. puis même, tu as dit avant, pendant, mais même après la remise du rapport, des fois, dans les recommandations, on va même recommander aux parties de tenter la médiation. Donc, il n'est jamais trop tard. C'est juste que c'est plus facile quand on bat comment c'est l'expression? On va battre le fer pendant qu'il est chaud. Puis le processus d'enquête aussi, c'est quand même assez long. Donc, pendant cette partie d'enquête-là, les personnes sont en attente. La situation n'est pas nécessairement réglée. Ça va peut-être prendre aussi des mesures provisoires qui sont faites parallèles par l'employeur. L'autre chose que je voulais voir avec toi, c'est la responsabilité légale de l'employeur dans ce genre de situation. Elle est où, sa responsabilité à lui? Donc, la question d'avant, justement, c'était c'est quoi la première chose à faire? Tu nous as dit la première chose à faire, c'est de s'occuper, justement, de cette plainte. C'est que moi, en tant qu'employeur, oui, je m'en occupe, mais ça prend un peu plus de temps ou des choses comme ça. Tu sais, c'est où sa responsabilité dans tout ce processus-là? Elle est où? Elle est à l'article 81.19 de la Loi sur les normes du travail. Essentiellement, ça se résume à dire qu'il faut prévenir et faire cesser le harcèlement le cas échéant. Fait que pendant l'enquête, comment est-ce qu'on peut y arriver? Ça va être d'évaluer si des mesures de protection provisoire doivent être mises en place. Pendant l'enquête, ça peut être justement de mener le processus dans des délais diligents, donc dans les meilleurs délais. Après le processus d'enquête, ça va être de mettre en place un plan d'action selon les conclusions puis les recommandations qui vont être émises là, au terme de l'enquête. Et si justement tout ça n'est pas mis en place, la responsabilité de l'employeur peut complètement être engagée parce qu'il a ce devoir-là de protéger et de faire cesser le harcèlement. Exactement. Et est-ce que ça arrive parfois qu'en processus d'enquête, on peut être dans une zone grise? Une zone grise, ça serait quoi? Ça serait qu'on ne sait pas. Tu sais, la plupart des gens, justement, que quand tu leur dis... je sais pas, j'imagine. Est-ce que la plupart des gens, quand tu leur dis que t'es enquêtrice en harcèlement psychologique, te disent pas ouais mais c'est complètement fou, comment tu fais pour savoir les choses, etc. Et on n'est pas souvent dans cette zone grise-là? On est tout le temps dans cette zone grise-là. Tout le temps, c'est juste que les nuances de gris, ça peut varier selon les dossiers, je dirais. C'est pas toujours évident de rendre une opinion juridique dans les dossiers. C'est sûr qu'on a une méthodologie, fait qu'on applique la formule, mais au terme de tout ça, il faut être capable de trancher. Quand ça devient... Des fois, s'il y a des dossiers qui sont plus difficiles, qui méritent un peu plus de réflexion, c'est important de prendre une pause aussi. Des fois, quand on est trop plongé dans le dossier, il faut avoir un pas de recul. Donc, c'est ce que je fais. C'est un des trucs que j'ai. C'est de bien décortiquer la situation, c'est de revenir toujours à l'essentiel. Donc, c'est quoi la définition? Des fois, c'est juste d'aller se relire sur les principes généraux. Il y a de la doctrine par rapport à ça, donc aller lire là-dessus. Ça peut être d'aller voir aussi des comparatifs jurisprudentiels. Ça, c'est ce qui nous permet de finir par trancher au bout du compte. Mais l'essentiel, moi, je suis mandatée pour que ça aboutisse. Ça prend une conclusion, puis il faut que je sois confortable avec la décision que je vais prendre. Parce que aussi, il faut que je garde en tête le dossier pour être judiciarisé. Selon aussi la conclusion, il va y avoir des conséquences dans la vie de certaines personnes. Donc, il faut que je sois certaine de mon coup. Puis, c'est pour ça qu'on est mandaté. Est-ce que tu conseillerais plus aux entreprises de faire l'enquête en interne ou de passer à l'externe? Il y a des avantages pour l'un ou l'autre, mais ce que je dirais, c'est que il faut que, je ramène toujours ça à la base, il faut que les personnes plaignantes et mises en cause aient confiance au processus. Des fois, il peut y avoir juste une apparence de conflit d'intérêt. À ce moment-là, c'est préférable d'aller à donner le dossier à l'externe. Ça peut être le cas, par exemple, dans les plus petites entreprises. Dès qu'on est proche des employés, des fois, c'est parce que c'est ça qu'on veut. Hein, l'enquête, c'est un processus qui doit absolument être neutre et impartial, sinon ça ne fonctionnera pas. Pour que l'enquête soit efficace, il faut que les conclusions soient acceptées. Puis pour que ça soit accepté, il faut que les parties aient confiance au processus puis en l'enquêteur qui mène le traitement de la plainte. Donc, si c'est parfois à l'interne, pour une petite entreprise, oui, ça peut paraître dispendieux, c'est vrai, mais il faut avoir une vision des choses plus larges là, puis à long terme.
Si le processus est judiciarisé, des fois, ça peut valoir la peine d'aller à l'externe pour s'assurer vraiment de l'impartialité. Même si l'enquêteur interne va faire le travail avec 100% impartial, mais des fois, c'est perçu. C'est une question de perception. Et là, les conclusions sont plus difficilement acceptées. L'avantage aussi, c'est d'aller chercher une ressource externe. C'est la personne a quand même un pas de recul aussi. Elle peut voir des choses elle peut voir la situation sous un angle qu'à l'interne, on n'aurait pas nécessairement vu. Quand on va chercher une ressource qui est spécialisée, elle en a fait tellement de dossiers qu'elle a une facilité aussi à traiter les traitements de plainte. Une enquête, ça peut être long et prenant. Donc, un intervenant RH à l'interne, il n'y a pas juste ça à faire, il y a tellement d'autres tâches à accomplir dans le cadre de son entreprise que une enquête, c'est du temps plein, là. Fait qu'il faut voir si on peut dégager le temps dans l'horaire de cette personne-là, puis envoyer ça à l'externe, ça peut être un avantage. Puis aussi, je dirais, l'enquête aussi, on peut avoir des surprises là, en cours d'enquête. Des fois, là, ça se complexifie, il peut y avoir des personnes mises en cause qui s'ajoutent, la situation, les cas sont de plus en plus complexes aussi, ce que j'ai pu voir à travers les années. Ah ouais? Donc, ça peut valoir la peine d'aller chercher un spécialiste dans le domaine qui en a vu d'autres, puis qui a une facilité là, à naviguer dans cette mer qui peut être assez houleuse. Dans cette zone de flou, dans la zone grise. Exactement. Puis aussi, un autre avantage que je vois, c'est que ça peut être difficile là, pour les personnes plaignantes et même mises en cause de témoigner de faits qui sont tellement personnels. Quand on parle d'harcèlement sexuel, d'harcèlement discriminatoire, puis même dans certaines situations d'harcèlement psychologique, c'est plus facile des fois d'en parler à une personne qui n'ont jamais vu, ils ne connaissent pas ni d'Ève ni d'Adam, pour aller parler de choses comme ça. On va passer maintenant à d'autres éléments que je voulais voir avec toi, justement. C'était toute cette posture d'écoute, toute cette posture de climat de confiance dont tu nous as déjà un peu parlé là tout au long du podcast, à quel point c'était vraiment important. Mais comment est-ce que tu crées ce climat de confiance avec la personne plaignante, avec la personne mise en cause, avec les témoins? Est-ce que c'est des stratégies différentes avec ces trois personnes-là? Comment est-ce que tu fais ça? Non, ce sont des humains. Je les traite tous de la même façon. Je pense que le premier point, c'est une question de transparence. Il faut être transparent sur mon rôle, sur c'est quoi l'objectif de l'enquête, qu'est-ce qui va arriver au terme de l'enquête, est-ce qu'ils vont être mis au courant ou pas, c'est quoi les étapes subséquentes, là. Est-ce que toi, tu conseillerais justement à ce qu'ils soient mis au courant? Comment est-ce que ça se passe, justement, cette suite-là? Oui, justement, moi, je recommande à la personne mandante là, de donner le résultat de l'enquête, justement, parce que c'est quand même assez lourd de savoir qu'on a été mis en cause dans une plainte d'harcèlement psychologique. C'est pas léger, là. Puis c'est important. La personne aussi, là, mise en cause, peut avoir eu des problèmes de santé reliés à toute cette situation-là, pas uniquement la personne plaignante. Donc oui, je recommande de donner les résultats de l'enquête. Ça fait partie de mes recommandations générales de base. Ce serait quoi la justification de ceux qui veulent pas le faire? Des mandants, justement. Alors, pour ceux qui nous écoutent, hein, les mandants sont les personnes qui nous donnent le mandat pour pouvoir faire cette enquête-là. Ce serait quoi cette justification s'ils ne donneraient pas les résultats de l'enquête? Ça peut paraître fou pour les gens qui nous écoutent, justement, de dire pourquoi je peux pas savoir, c'est quoi, c'est comme stressant. Il pourrait se dire la personne n'est plus à l'emploi, peu importe, mais même si la personne n'est plus à l'emploi, je pense que ça vaut quand même la peine, ne serait-ce que pour l'image de l'employeur, d'être transparent jusqu'à la toute fin dans son processus d'enquête. Donc, c'est pour ça que je recommande de divulguer, du moins la conclusion. Autre chose aussi que je voulais voir avec toi, c'est est-ce que tu as des stratégies particulières pour faire parler les personnes dans des situations qui sont hyper sensibles et hyper délicates? Et justement, est-ce que tu as des anecdotes, des histoires à nous partager là-dessus, de choses que toi, tu as vécues sur tout ça? Oui, première des choses, il faut savoir un peu comment fonctionne la mémoire, comment sont encodés les souvenirs. À partir de là, quand on sait comment ça fonctionne, l'important à retenir, là, c'est qu'il faut poser des questions qui sont ouvertes pour ne pas suggérer des réponses. Parce que là, ça va être biaisé. Puis moi, mon but, c'est d'aller chercher une bonne cueillette d'informations. Donc, je commencerai par dire ça. Puis, pour installer le climat de confiance, je vais vous donner un exemple probablement que vous l'avez déjà entendu avant, mais dans un cas d'harcèlement sexuel. Puis c'était pourquoi je pose la question à savoir comment elle était habillée la personne plaignante. La personne plaignante, elle peut se sentir mal. Là, est-ce que ça m'est arrivé parce que j'étais vêtue de telle façon? Mais moi, peut-être qu'en arrière de tout ça, j'ai la question à savoir, oui, mais il y a des caméras de surveillance, je pourrais aller vérifier. Fait que si je fais juste expliquer la raison de ma question, comment étiez-vous vêtu, comment était vêtue la personne mise en cause, tout ça, bien, ça me permet de... Donc, tu vas lui poser la question
Mais tu vas lui expliquer pourquoi tu lui poses cette question. Exactement. Ouais, parce qu'on pourrait se dire stratégiquement, tu lui dirais pas pourquoi est-ce que il y a cette question-là, mais justement pour créer ce lien de confiance-là et justement pour pas que la personne se dise maman, en fait, on va se dire que parce que je t'ai habillée que j'ai vécu ça. Exactement. Et lui expliquer aussi que elle, ça l'aide aussi sur les preuves que tu vas récolter par la suite. Ça serait... C'est ça. Puis à partir du moment où la personne que je rencontre ne se sent plus bien, elle se sentirait jugée, ça va être difficile après pour elle d'aller s'ouvrir puis de vouloir me raconter son histoire. Donc je me tire dans le pied là, si je pose des questions quand je sens que la question peut être mal interprétée, c'est important d'expliquer le pourquoi du comment derrière la question. Puis je vais rebondir aussi sur quelque chose que tu as dit qui est hyper important, c'est justement le fait qu'on peut, par le biais de nos questions, induire des souvenirs, des faux souvenirs par rapport à ça. Et surtout aussi des fois, imaginons qu'il y a une conversation qu'on induit sans le vouloir, forcément une fausse réponse à la personne, et bien la façon dont commence à se construire nos souvenirs, notre mémoire, si on rencontre à nouveau la personne, et bien elle va se rebaser sur la dernière conversation qu'on a eue sur ce faux souvenir-là. Donc il y a plein de choses comme ça à faire attention. Puis je mettrai, tiens, en commentaire, dans les liens de l'épisode, justement, il y a différentes revues de littérature où on peut voir là-dessus tous les biais, et puis il y en a beaucoup aussi chez les policiers quand eux, ils mènent aussi des enquêtes où il y a eu des choses que les personnes vont dire et qui en fait s'avèrent fausses, mais pas parce qu'elles ont fait un faux témoignage, mais de la façon dont on a posé les questions qui vont induire justement la réponse de la personne. Et ça se passe comment? Ça serait, par exemple, en tant qu'enquêtrice, si je dis, oui, donc Julie, elle était habillée en rouge, hein, c'est bien ça. Et là, peut-être que Julie, elle a jamais été habillée en rouge, mais juste le fait de dire ça, puis de suggérer que c'était rouge de cette façon-là, donc une question fermée, peut induire ce faux souvenir-là, parce que tu vas te concentrer sur ce que c'était rouge, puis de quelle façon. Donc ça donne comme s'il y avait déjà un élément de réponse par rapport à ça. Donc de faire vraiment attention à ça. Ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est que parfois, les sujets là, des faits allégués sont particulièrement touchés. Je vais nommer juste, pour faire simple, ça peut être une agression physique, sexuelle. Puis, des fois, on va devoir questionner la personne sur des détails là, qui peuvent la rendre inconfortable. Puis, dans ce temps-là, je lui dis, j'annonce, je vais vous poser des questions qui vont peut-être vous mettre dans une position inconfortable, mais voici pourquoi je vous pose ces questions-là. Puis j'explique le travail que j'ai à faire par la suite. Fait que la personne, elle va comprendre là, de pourquoi on s'en va là. Oui, ça, c'est pas le fun, mais elle va comprendre que c'est essentiel d'aller vers cette direction-là. Puis aussi, quand on voit que la personne on voit les yeux qui deviennent vitreux ou plus émotifs, c'est important d'accueillir aussi cette émotion-là. Les silences, c'est possible, puis il faut les laisser passer. Il faut prendre le temps de vivre que la personne puisse vivre ses émotions, puis de normaliser ça, puis de lui dire que c'est correct. On n'est pas là pour la juger, puis juste le fait de nommer ça, des fois, ça peut venir les apaiser. Fait que le verre d'eau à proximité, de pouvoir revenir. Quand la personne prend une petite gorgée d'eau froide, là, la personne revient dans ses sensations. Ça peut aussi aider la personne à refaire le focus sur ses souvenirs, la sortir de ses émotions, finalement. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil peut-être aux personnes qui nous écoutent là et qui disent mais en fait moi j'ai l'impression que j'ai vécu une situation de harcèlement et qui peut-être osent pas porter plainte. Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil là-dessus? Moi, mes valeurs à moi, c'est la famille et la santé. Ce que j'aimerais leur dire, c'est au moins aller chercher de l'aide psychologique d'un professionnel de la santé parce qu'on en a juste une santé. C'est de penser à eux pour ça. Ensuite, le fait de déposer une plainte ou pas, c'est un choix qui est très personnel. Il y a d'autres approches aussi que de déposer une plainte et de s'en aller dans un processus d'enquête. Comme je le disais plus tôt, on peut y aller avec un processus de règlement plus à l'amiable. Donc, ça serait, après être allé chercher de l'aide psychologique pour passer à travers tout ça, je me renseignerais sur les différentes ressources, comment la personne peut s'outiller. Puis ça pourrait être intéressant de mettre en référence sur ton site web, Camille, les différentes ressources là, qu'une personne plaignante peut aller chercher. J'irai faire ça, je mettrai ça. Vous allez retrouver ça justement dans les notes de cet épisode qu'on est en train de tourner avec Julie. Je vais vous mettre toutes les références, autant pour les personnes qui nous écoutent qui sont en Europe que pour les personnes qui nous écoutent qui sont au Québec, parce qu'on a cette chance-là d'avoir des personnes francophones un peu partout autour du monde. Donc, je mettrai ça comme référence. Et puis, s'il y en a justement dans d'autres pays qui nous écoutent et qui en ont d'autres, moi, ça me fera un plaisir de les rajouter aussi. Il y a autre chose aussi que je voulais aborder avec toi. Dernièrement, parce qu'on arrive déjà à la fin du podcast, c'est que quand on est dans cette enquête sur le harcèlement, on n'est pas dans quelque chose une histoire de gentil ou de méchant. Le harcèlement, c'est pas juste une personne qui cherche forcément à nuire quelqu'un d'autre. Et c'est souvent le résultat d'un climat de travail qui a été
mal encadré, d'une régulation managériale qui n'a pas joué son rôle protecteur, etc. Est-ce que tu me rejoins là-dessus ou est-ce que toi, dans ce que tu vois, tu as quand même des personnes qui intentionnellement veulent nuire à la personne? J'en ai rarement vu avec une intention de nuire, là. Ça peut rassurer tout le monde. Mais effectivement, le harcèlement, c'est rare que ça se pointe le bout du nez du jour au lendemain comme ça. Il y a souvent des drapeaux rouges là, qui ont été levés en amont. C'est pas facile de gérer ces situations-là, puis ça peut valoir la peine, encore une fois, d'aller chercher d'autres ressources externes là, pour s'aider, pour améliorer le climat de travail de tout le monde. Oui, complètement. Et puis, pour rebondir aussi sur ce que Julie dit, d'aller vraiment regarder aussi, parce que des fois, c'est dans le climat de travail qui va mener à de telles situations aussi qu'on ne veut pas, et d'aller regarder ces différents drapeaux rouges, d'aller voir est-ce qu'il y a des conflits qu'on n'ose pas aller régler, d'aller voir si, moi, ce que j'avais vu aussi dans les différents éléments qui amènent au harcèlement, c'est que des fois, tu as une surcharge de travail, plus un manque de soutien social, plus des personnes qui travaillent dans un environnement isolé. Ces trois-là, déjà, peuvent te conduire plus facilement à des situations qui peuvent mener aussi à du harcèlement. Parce que tu n'as personne autour, tu n'as pas de soutien social, tu as énormément de choses. Donc, de faire attention à tous ces drapeaux rouges-là qui peuvent amener à ces situations. Et puis, d'être bien entouré aussi, on pourrait dire ça. Absolument. Est-ce qu'il y a un élément, des choses que j'ai pas posées comme question, qui sont vraiment importantes pour toi de partager dans cet épisode? En résumé, ce qui est important, je pense qu'on l'a déjà nommé, c'est à travers un processus d'enquête. Pour moi, c'est important que le processus soit, oui, impartial, mais transparent. Toutes les personnes rencontrées là, à travers le processus soient traitées avec dignité. Je pense que c'est les éléments gagnants pour qu'à la fin d'une enquête, les conclusions soient plus facilement acceptées, du moins digérables. Et ça conclut bien. Pour finir l'épisode, il y a toujours 2 questions que je pose. La première, d'après toi, ce serait qui la personne que je devrais inviter prochainement dans le podcast? Le premier nom qui me vient en tête, j'aurais envie de dire Céline Vallière, mais je crois qu'on l'a déjà rencontrée. Hein? Pour ceux qui nous écoutent d'ailleurs, et puis en plus c'est sur les conseils de Julie que j'ai invité Céline, qui est dans l'épisode juste avant celui de Julie que je vous invite parce qu'encore une fois, donc on est vraiment dans une série, sur le conflit, la médiation, sur l'enquête. Donc vraiment, je vous conseille de le suivre dans l'ordre. C'est pas grave si vous l'avez pas suivi dans l'ordre, mais je vous le conseille. Et oui, vous allez pouvoir entendre les super conseils aussi de Céline dans l'épisode juste avant, qui nous parle beaucoup de médiation justement, qui est super intéressant. Merci d'ailleurs pour la recommandation, Julie. Et deuxième question que j'ai pour toi, est-ce qu'il y a un livre, une vidéo ou quelque chose comme ça que tu aimerais partager, que tu aimerais dire aux personnes, ok, ça là, c'est le truc que j'ai écouté dernièrement et il faut que vous allez regarder, ça serait quoi? J'aurais envie de dire 2 choses. La première, là, je suis en train de lire le livre Mange, prie, aime, Oui. dont le personnage principal vit beaucoup de choses dans sa vie personnelle, puis ça raconte l'histoire un peu de comment vivre le moment présent pour passer à travers ça. Donc, ça peut en inspirer quelques-uns, tant mieux. Puis, sinon, moi, j'aurais juste envie de vous dire, juste écouter de la musique qui vous met dans un bon mood. Des fois, ça peut aider à se recentrer sur l'essentiel, puis passer au travers des situations qui sont difficiles. Il faut penser à ce qui nous fait du bien dans la vie là, pour quand on vit des choses. Toi, c'est la musique qui te fait du bien? Oui, ça peut être ça ou bien d'autres choses. Eh bien, merci beaucoup, Julie. En tout cas, merci d'avoir partagé tous ces éléments avec nous. Je pense que ça va être vraiment aidant. Puis moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à trouver cet épisode avec toi. Alors encore merci. Merci beaucoup, Aïma. Ce que Julie nous a montré aujourd'hui, c'est qu'une enquête, ce n'est pas juste une suite de questions et de réponses. C'est un équilibre fragile entre rigueur juridique et humanité, entre recherche des faits et respect de celles et ceux qui les vivent. Ce que Julie nous a montré aujourd'hui, c'est l'enquête vue côté coulisses. Mais que se passe-t-il de l'autre côté, quand on la vit? Dans le prochain épisode de Sous Tension, vous entendrez l'histoire d'une personne qui a traversé un conflit intense. Les nuits blanches, les silences lourds au bureau, les effets aussi sur sa santé, son travail, sa confiance. Un récit direct, sans filtre, qui met un visage, une voix et des émotions derrière chaque dossier. En attendant, si cet échange vous a éclairé, parlez-en autour de vous. Parce que mieux comprendre ces processus, c'est déjà un pas vers des milieux de travail plus sains. Prenez soin de vous, prenez soin de votre équipe et à très vite.